Bonjour à toutes et à toutes et bienvenue sur Agile Toolkit. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va traiter le sujet l'agilité est-elle en crise, voire même l'agilité est-elle morte. Donc ça c'est encore plus grave. Donc je ne sais pas encore quel titre je mettrai sur la vignette. Bon là j'ai écrit en crise, c'est déjà assez grave. Et donc c'est le thème qu'on va aborder dans cette vidéo. Et je vais tout de suite vous donner ma réponse. L'agilité est-elle en crise? Oui, c'est une grosse crise. L'agilité est-elle morte? Non, l'agilité n'est pas morte. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer quelle crise vit l'agilité selon moi, parce que c'est un peu subjectif. Je vais vous donner mon point de vue là-dessus. Voilà, je vais essayer d'argumenter, comme j'essaie de le faire à chaque fois dans toutes mes vidéos. Et puis voilà, si jamais vous voulez en parler, il y a les commentaires. Alors, pourquoi je fais cette vidéo? Alors déjà, cette histoire de crise de l'agilité, ça fait au moins 1 an qu'on en entend parler, donc sur LinkedIn, sur des vidéos YouTube qui parlent d'agilité. Bon, moi je suis pas trop ça, je suis pas trop réseaux sociaux en général. LinkedIn, je regarde pas trop, même les vidéos YouTube, même si je suis moi-même, je fais des vidéos. Je suis pas trop tout ça, par manque de temps, hein, tout simplement, on peut pas tout faire. Mais c'est quand même quelque chose qui est visible, dont on entend parler. Et puis bien sûr, en tant que prestataire en méthode agile, Scrum Master, coach agile, etc., en tant que prestataire freelance au sein des entreprises, on voit bien que c'est beaucoup plus difficile de trouver des missions, que les TJM sont plus bas, et ça fait à peu près 1 an que ça dure, voire un peu plus. Donc il se passe quelque chose, alors qu'il y a eu des années auparavant qui étaient plus florissantes. Donc il y a quelques semaines, il y a 2 semaines, mais au moment où je tourne cette vidéo, mais quand vous verrez la vidéo, ça sera peut-être encore plus longtemps. Donc il y a environ, donc c'était quand? C'était en octobre, début octobre, je pense. Il y avait la conférence Agile en scène à laquelle j'ai assisté en tant que spectateur. Et donc j'ai fait une petite vidéo de feedback si jamais vous voulez voir comment une conférence d'agilité se passe. Alors c'était super, donc je vous recommande d'y aller. Puis si jamais vous voulez un peu plus de détails sur ce que j'ai vécu dans cette conférence que j'ai vue, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo. Mais j'avais identifié dans cette vidéo 3 grands thèmes qui étaient abordés. Alors c'est subjectif parce que ça correspond au sujet que moi j'ai vu, et comme il y a peut-être pas loin de 100 conférences et que j'ai pu en voir que 10 ou 12, j'ai pas tout vu, donc j'ai forcément fait une sélection. Mais mon ressenti, au feeling, j'ai identifié 3 sujets dont les gens parlaient dans cette communauté de l'agilité, où il y avait quand même plus de 700 personnes, donc c'est quand même pas mal. C'est même vraiment beaucoup en un seul endroit. Donc les 3 thèmes que j'ai identifiés, c'était des retours d'expérience, donc ce qui est assez logique pour les conférences. Il y avait beaucoup de retours d'expérience sur la mise en place de l'agilité. Ensuite, un thème énorme où il y avait plus de la moitié des sujets qui en parlaient, c'est tout ce qui est IA. Et enfin, le 3e thème que j'ai identifié, qui était un thème aussi assez relativement important, c'est la crise que vit l'agilité. Donc avec quelques conférences dédiées spécifiquement à ce sujet, mais bien sûr, tous ces sujets, ils sont présents un peu dans toutes les conférences. Donc c'est un peu informellement ce que j'ai dégagé, moi, de toutes les présentations que j'ai vues, ces 3 grands thèmes. Et donc, cette crise, je pense qu'elle est réelle. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi. Donc j'ai fait un petit plan, donc comme ça, on sait où on va. Donc d'abord la courbe de la hype, ensuite le sujet de la professionnalisation de l'agilité, ensuite l'impact de l'IA qu'il y a sur nos métiers, et enfin la situation économique de la France. Donc je rappelle que toutes les vidéos sont chapitrées, donc si jamais certains sujets ne vous intéressent pas, par exemple si l'IA ne vous intéresse pas, vous pouvez aller directement au chapitre qui vous intéresse, ou le sauter, etc. Vous pouvez aussi aller voir la conclusion directement si vous voulez. Donc toutes les vidéos sont chapitrées, et aussi j'essaie de mettre un maximum de liens en commentaire si jamais vous voulez poursuivre la réflexion par vous-même. Donc tout ce que je cite dans les vidéos, j'essaie de mettre les liens en commentaire. Donc en description de la vidéo. Donc n'hésitez pas. Donc première partie, courbe de la hype. Alors qu'est-ce que c'est la courbe de la hype? C'est quelque chose qui est connu. On appelle ça aussi courbe de Gartner. Donc c'est sur Wikipédia, il y a une page Wikipédia. Donc cette courbe, elle est critiquée parfois, je sais pas ce que ça vaut fondamentalement, mais moi j'y crois dans une certaine mesure, et je pense que c'est un axe de réflexion très intéressant pour discuter de l'évolution de l'agilité. Alors la courbe de la hype, là j'ai pris l'image sur Wikipédia, vous avez le lien ici en bas.
Alors, je sais pas pourquoi c'est écrit visibility, mais moi je mettrais adoption d'une technologie. En gros, c'est à la base, c'est une courbe qui est censée décrire l'évolution dans l'adoption d'une technologie. Donc, en abscisse, vous avez le temps, et en ordonnée, bon là c'est mis visibility, par exemple auprès du grand public. Moi j'aurais mis adoption, mais bon, peu importe. Donc, c'est la même chose pour l'agilité. Alors, l'agilité c'est pas une technologie, mais moi je pense que ça suit aussi la courbe de la hype, comme toute nouvelle chose. Et j'expliquerai ensuite, juste après, pourquoi l'agilité est nouvelle entre guillemets et subit cette courbe de la hype. Mais d'abord je vous explique la courbe de la hype. Donc au départ, aucune visibilité parce que la nouvelle chose, la nouvelle technologie ou l'agilité n'existe pas encore, donc c'est 0,0, voilà. Et au fur et à mesure que le concept de l'agilité par exemple est inventé, eh bien ça progresse. C'est de plus en plus utilisé par les gens, donc ça progresse, ça apporte des bénéfices à des entreprises, à des projets, etc. Donc tout le monde veut l'utiliser de plus en plus. Et là, donc là, on arrive sur le peak of inflated expectations. Donc c'est le pic des attentes inflatées, augmentées. Voilà, des attentes... des grosses attentes. Bon, je suis pas très fort dans votre traduction, mais bon, vous avez l'idée. Et une fois qu'on a atteint ce pic, les technologies déçoivent un certain nombre de personnes. Donc cette première phase, c'est la phase de la hype. Ça se développe, c'est exponentiel, et on pourrait même faire la même courbe pour l'IA. D'ailleurs, bon, aujourd'hui on parle pas d'IA, mais on pourrait faire la même courbe pour l'IA. Et donc du coup, comme ça déçoit, de moins en moins de gens l'utilisent, ça descend. Donc ici, c'est le gouffre de la désillusion. Donc les gens sont déçus, donc l'utilisent moins, etc. Et après, les choses se consolident. Donc on a la pente enlightenment, c'est quoi? C'est la pente de l'illumination, je crois. Donc au fur et à mesure que les gens redécouvrent ou consolident leur usage, l'usage re-augmente jusqu'à son niveau maximum où la nouvelle chose considérée, donc ici l'agilité, a trouvé tout son public le public l'utilise et ça n'augmente plus ensuite, donc plateau de la productivité. Donc ça, c'est la courbe de la hype attribuée, je crois, au cabinet de conseil Gartner. À vérifier. Moi, je connaissais ça plus sur le nom de courbe de Gartner, mais quand j'ai fait une recherche sur Wikipédia, c'était la courbe de la hype, c'est ce qui était écrit. Alors, pourquoi je vous parle de ça? Eh bien, parce que l'agilité, comme toute nouvelle chose, je pense, si on croit à cette courbe, et moi j'y crois un petit peu, je pense que elle est soumise à cette courbe de la hype. Alors, je vous ai repris ici ma chronologie que j'ai faite dans la toute première vidéo de la chaîne, Histoire de l'agilité, qui explique l'évolution de l'agilité et en partant du tout début de Waterfall. Alors, Waterfall, c'est pas de l'agilité, mais l'agilité, elle commence véritablement avec Scrum, qui est sorti en 1995 ici. Et donc la courbe au départ, quand Scrum est sorti, 1995 c'est la date où il y a un premier livre qui a été écrit sur Scrum. Au départ, quand quelque chose est inventé, quelqu'un va écrire un livre, va faire une conférence, va publier un article dessus, donc on peut dire c'est le point de départ, mais au départ personne ne le connaît, donc ça prend des années et des années à se développer en entreprise, le temps que ça se diffuse dans toutes les entreprises, que les gens se saisissent de ça. Et bien sûr l'agilité, Scrum par exemple, le tout début on pourrait dire c'est 1995. Moi j'ai commencé à en entendre parler à Toulouse en France, je ne savais pas ce que c'était au moment où j'en ai entendu parler pour la première fois. Je pense que c'était en 2006. Et après j'ai commencé à l'utiliser personnellement dans un projet, c'était en 2014. Entre 1995 et 2006, il y a près de 10 ans, et puis jusqu'à 2014, ça fait 20 ans à peu près, grosso modo. Parce que les choses mettent du temps à se diffuser dans les entreprises, il faut que les technologies soient adoptées, que les gens se forment, que les gens expérimentent, et bien sûr les projets de plus ou moins grande taille, ils ont une vie, le cycle de vie ça se compte en mois voire en années. Après il y a plein d'autres méthodes agiles qui ont été développées, se sont popularisées un peu en même temps.
Et bon, Safe, dont je parle sur la chaîne, c'est 2011 que la première version a été réalisée. Donc entre 95 et 2011, on va couper la poire en deux. On va dire que c'est début des années 2000 que l'agilité a vraiment démarré, parce qu'au départ, ça démarre très lentement. Et notamment le Manifesto for Agile Software Development, il date de 2001. Donc mettons début des années 2000. Donc au début des années 2000, fin 90, début 2000, on est ici. Après, donc je pense que pour que quelque chose de cette nature se diffuse dans les entreprises, bon là c'est vraiment informel, mais je pense que l'ordre de grandeur c'est 10 ans. 5 à 10 ans, parce que voilà, il faut que les gens se forment, que les consultants se forment et qu'ils puissent être consultés par les entreprises, etc. Donc on est monté sur cette courbe de la hype, et en plus il y a un décalage entre les États-Unis et la France. Moi je parle de la France, donc les États-Unis eux sont en avance sur nous parce que beaucoup de ces choses ont été inventées aux États-Unis. Et bon, peu importe. Donc mettons, ça commence en 2000. Bon, après, on monte gentiment, voire 2005, parce que chez nous ça arrive plus tard. Comme je vous disais, j'ai appris Scrum en 2005. Donc mettons de 2005 à 2015, on progresse. Après, donc on est au pic pendant un petit temps, le temps de bien tester tout ça, plein de gens le testent, et puis après de 2015 à 2025 mettons, et on descend la pente, parce que les entreprises qui ont testé ont suivi la hype, donc c'est la mode, donc il y a un effet de mode, mais l'ont mal utilisé, l'ont utilisé à mauvais escient, parce que l'agilité et toutes les méthodes agiles, c'est avant tout des outils, de mon point de vue, et un outil, il faut savoir l'utiliser, il faut l'utiliser pour la bonne situation. Donc là, du coup, 10 ans de montée, donc là où si on était consultant en méthode agile, on avait des missions, il y avait des tas d'opportunités, etc. Plein de gens sont arrivés sur le marché, plein de gens ont fait d'agilité, dans plein d'entreprises. On a fait des projets en agilité, et puis ça a déçu, puis petit à petit ça descend. Et moi je pense qu'on est ici dans le gouffre de la désillusion à peu près. Alors je sais pas si on est ici sur la descente ou si on est déjà sur la remontée, mais à mon avis c'est là qu'on est, et je base ça sur une analyse par rapport à la courbe de la hype. Bon, bien sûr ça vaut ce que ça vaut, vous n'êtes pas obligé d'y croire, mais voilà, c'est mon argument. Alors j'ai demandé à ChatGPT, donc je vous ouvre le prompt. Je lui ai demandé, est-ce que tu connais la courbe de la hype? Donc là il m'a dit oui, je mettrai ce prompt, je le partagerai en description, donc vous pourrez le lire par vous-même si vous voulez, je vais pas tout vous lire maintenant. Donc bien sûr il connaît la courbe de la hype parce que c'est un truc connu. Est-ce qu'on peut appliquer le concept de la courbe de la hype à l'adoption de l'agilité? Est-ce que tu peux me trouver des éléments tangibles pour associer des périodes dans l'adoption de l'agilité en France? J'ai précisé en France, à la courbe de la hype. À quel moment de la courbe de la hype on est actuellement? Donc voilà, donc où placer l'agilité? Donc le déclencheur de l'innovation, donc lui il démarre un peu plus tard que moi j'ai dit, mais il donne des éléments tangibles et des ressources donc qu'on peut regarder, donc 2008-2012, après c'est pas très différent. Pic des attentes exagérées 2015-2019, donc là c'est à peu près ce que je dis, sauf que moi je mettais plus une période de 10 ans, mais bon, tout ça c'est un peu subjectif, c'est un peu pifométrique, donc voilà. Gouffre de la désillusion, donc d'après ChatGPT, on l'aurait déjà franchi, ça serait derrière nous. Ça, je suis pas sûr, mais peut-être que c'est le cas. Et ensuite, pente de l'illumination, 2023-2025. Donc, ça me paraît pas mal. Alors, où en est-on aujourd'hui? France, panorama global, milieu à la fin de la pente de l'illumination. Les organisations, alors lui il nous met carrément au milieu ou à la fin de la pente de l'illumination, donc il nous mettrait ici. Moi je pense qu'on est plus proche du creux de la crise, mais bon après voilà, tout ça c'est à challenger, mais ça donne une idée. Et puis là il donne des indicateurs tangibles. Alors par des projets agiles via cycle en V, c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup plus maintenant de projets agiles par rapport au cycle en V. J'ai l'impression que malgré la crise que je relate dans cette vidéo, j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de parts de marché pour l'agilité. Donc d'ailleurs, je m'en rends compte parce que j'enseigne l'agilité, les méthodes agiles dans une formation à l'université, dans une formation de Master 2 développement logiciel.
Donc je suis un intervenant extérieur, je fais une vingtaine d'heures de cours chaque année donc à une formation d'étudiants. Puis il y a une trentaine d'étudiants à peu près par an et je leur pose toujours la question, je fais toujours un petit sondage en cours qui utilise la méthode Scrum, qui utilise le cycle en V, qui utilise la méthode SAFe, etc. Et donc je fais ça depuis, ça doit faire pas loin de 10 ans maintenant, donc je posais un peu la même question tous les ans. Alors dommage, j'ai pas de statistiques officielles, je prends pas de notes, mais je constate que chaque année, il y a toujours plus d'étudiants qui font des méthodes agile, Scrum, SAFe, Kanban, etc. Et les étudiants qui font les méthodes classiques type Waterfall ou cycle en V, il y en a pas toujours plus, il y en a de moins en moins. Donc j'ai l'impression, au feeling, que l'agilité est de plus en plus utilisée, malgré tout. Mais on est quand même dans une crise de désillusion. Et c'est vrai que dans la conférence Agile en scène, par exemple, via les retours d'expérience, en général c'est assez positif, mais quand même on sent parfois qu'il y a des questionnements, des retours d'expérience un peu négatifs, que l'agilité ne tient pas forcément toutes les promesses qu'elle faisait avant d'être adoptée. Donc ça, c'est le premier argument. Mais pour moi, on est dans une vraie crise quand même assez importante et ceci ne suffit pas à expliquer la crise parce que, où est-ce qu'on est de la courbe? Je ne sais pas exactement. Mais deuxième argument d'explication, deuxième axe d'explication, l'aspect professionnalisation. En fait, les métiers de l'agilité, donc Scrum Master, Coach Agile, Product Owner, et les métiers de SAFe, par exemple, RTE, Product Manager, etc. Tous ces métiers-là, comme c'est quelque chose qui est relativement nouveau, parce que c'est apparu, mettons, début des années 2000, donc c'est pas si ancien que ça. Beaucoup de gens qui pratiquent ces métiers, donc je m'inclus dedans, ont appris sur le tas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de formation spécifique, ou il n'y avait pas de formation spécifique à l'agilité, de formation complète. Donc les gens se sont saisis de ces outils et ont pris par eux-mêmes. Par exemple, donc je ferai une vidéo un jour sur l'apprentissage de l'agilité, comment apprendre l'agilité. Donc moi, j'ai appris l'agilité beaucoup en lisant des livres au départ quand je connaissais pas et en étant directement Scrum Master sur un projet. Alors avant j'étais développeur et puis j'ai le plus appris finalement en me confrontant à un véritable projet et au fur et à mesure que j'apprenais des choses sur ce métier de Scrum Master par l'expérience sur le tas, comme je dis, je lisais des livres, je me posais des questions puis je parlais à d'autres gens qui étaient plus expérimentés que moi. Mais ça c'est un apprentissage sur le tas et en fait l'agilité, moi j'ai une conviction, c'est que c'est quelque chose qui est très riche et qui est plus complexe qu'on ne le croit, qui peut pas se résumer aux 10 pages du Scrum Guide ou 20 pages, ou qui peut pas se résumer à 3 jours de formation Scrum, etc. Donc c'est extrêmement riche et du coup ça nécessite un apprentissage qui peut être assez long et compliqué, mais il n'y a pas forcément des formations, du moins avant il n'y avait pas forcément des formations dédiées, et même maintenant les formations sont souvent calibrées, c'est des formations assez courtes de 2-3 jours pour un rôle particulier. Et moi je pense que même si c'est bien, il faut faire les formations et c'est utile, c'est même indispensable, je pense que ce n'est pas suffisant à être un professionnel aguerri de l'agilité. Dernière autre anecdote, j'ai demandé à un alternant, il y a quelques années, j'ai côtoyé un alternant qui lui était dans une formation universitaire de gestion de projet, donc spécifiquement gestion de projet informatique. Et je lui ai demandé, est-ce qu'il y a de l'agilité dans votre formation? Et il m'a répondu, oui, mais c'est anecdotique. C'est vraiment quelques heures où on parle de l'agilité, le reste c'est des trucs classiques de PMO, de je sais pas quoi. Bon, il faudrait regarder les programmes de formation. D'ailleurs, voilà, on pourrait le faire. On le fera dans une autre vidéo, regarder les programmes des universités sur les formations gestion de projet.
Donc du coup, ce qui fait que comme tout le monde apprend sur le tas, eh bien le niveau des gens ou ce qu'ils apprennent ou le contenu, etc. Est un peu hétéroclite. Et puis voilà, et puis tout le monde a commencé en débutant, donc quand on débute, forcément on est moins aguerri. Mais s'il y avait des formations, des grosses formations dédiées, ou si les formations de gestion de projet classiques incluaient l'agilité, les gens qui arriveraient sur le marché du travail seraient directement auraient des rôles, pourraient mieux assumer les rôles de l'agilité. Voilà. Donc ensuite, les rôles agiles sont souvent assumés par des développeurs qui n'ont pas de formation de gestion de projet, effectivement. Donc c'est même, je pense, la forme originelle du Scrum Master, c'est un développeur qui assume des fonctions de gestion de projet. Ça a des avantages et des inconvénients. Là aussi, on en parlera dans une autre vidéo. Ou alors, des gens qui ont une formation traditionnelle de gestion de projet et qui se mettent à l'agilité. Mais dans ce cas-là, ils sont dans leur utilisation de l'agilité, ils sont biaisés par ce qu'ils ont appris avant par les anciennes techniques, mais qui sont quand même assez différentes. Donc, ils peuvent très bien mal appliquer l'agilité ou mal le comprendre ou avoir du mal à faire cette transition. Il y en a qui y arrivent très bien, d'autres ont plus de mal parce que souvent dans les entreprises, par exemple dans des grandes entreprises, ça va être un choix stratégique d'aller vers de l'agilité pour des tas de raisons et on va l'imposer à tous les anciens chefs de projet qui n'auront pas forcément été formés ou avec 2-3 jours de formation et qui auront en revanche une grosse expérience de gestion de projet traditionnelle, donc je critique pas mais qui est différente. Donc dans ce cas-là, ils vont avoir du mal à s'adapter ou à bien utiliser l'agilité. Donc ça peut faire que l'agilité va être mal utilisée, mal implémentée, mal comprise dans les équipes, dans les projets. Et donc, du coup, ça va pas produire les résultats attendus et ça va être très critiqué. Ça m'arrive assez souvent de parler à des gens qui détestent l'agilité, qui disent que c'est nul, que c'est inefficace, etc. Moi, je pense que... alors, bien sûr, je pense pas que c'est nul et inefficace, mais j'ai plusieurs explications. Une des explications, c'est que peut-être qu'ils n'ont connu que des projets où l'agilité était très mal utilisée, très mal mise en place et effectivement, et ces projets, je sais que ça existe, il y en a plein. Voilà. Alors, quid de la formation à l'agilité ? L'aspect formation, j'en ai déjà parlé, donc je vais pas trop m'étendre, mais les formations, les petites formations courtes, c'est indispensable pour se lancer, etc. Mais après, il faut une formation plus longue. Et après, le mieux, c'est d'être accompagné par des coachs agiles au quotidien sur une mise en place de l'agilité. Le problème des coachs agiles, c'est que eux-mêmes n'ont peut-être pas forcément le niveau d'expérience et de maturité requis pour bien accompagner les équipes parce que c'est assez compliqué. Et puis structuration de la profession, donc formalisation, ça c'est formalisation par exemple, les formations certifiantes, ça formalise un peu les choses. Donc, on a une certification. Dans la méthode SAFe, il y a énormément de formations. Il y a tout un catalogue de formations avec tout un tas de certifications. On peut dire qu'on peut critiquer parce que c'est un business, c'est vrai, et ça coûte très cher d'ailleurs, mais je trouve que c'est quand même pas mal parce que ça offre un cadre de lecture et de professionnalisation à la profession qui n'existait pas forcément ou qui était trop léger. Donc je pense pour moi que tout ce qui est formalisation, formation, certification, ça va dans le bon sens et ça renforce la profession de l'agilité. Et aussi, par exemple, il y a SAFe, bien sûr, qui est très connu, mais il n'y a pas forcément que SAFe. Il y a des tas d'entreprises qui essayent de développer des catalogues de formation, avec des formations certifiantes autour des métiers de l'agilité. Et d'ailleurs, moi-même, via cette chaîne YouTube, c'est aussi un peu ce que je fais de la formation, alors sous une forme très différente, mais si je le fais, c'est parce que j'estime qu'il y a un besoin. J'ai des choses à dire sur l'agilité et j'ai l'impression que ces choses ne sont pas forcément partagées. Je veux donner des astuces, des conseils aux gens que ça intéresse et du coup je le fais moi-même directement. Mais si l'agilité était hyper répandue, hyper bien connue et très très mature dans toutes les entreprises, peut-être que je le ferais pas. Donc voilà.
Donc ça, c'est le deuxième aspect. Donc toute cette professionnalisation, je pense qu'elle est en cours et qu'elle n'est pas terminée, mais en bonne voie. Et en fait, la professionnalisation, eh bien, c'est une suite logique dans la courbe de Gartner. Je pense que voilà, le slope of enlightenment, la pente de l'illumination, eh ben, c'est dans cette phase-là, peut-être qu'on va construire les formations. Donc je pense qu'on est dans cette phase-là. Bien sûr, les formations peuvent se construire dès le début, mais il y a un moment où faut consolider les choses. Donc ça, c'était mon deuxième argument pour expliquer un peu la crise de l'agilité. On n'est pas encore arrivé à maturité totale, même si ça fait déjà un moment que l'agilité existe. Alors ensuite, l'impact de l'IA. Alors ça, on peut pas y échapper. L'impact de l'IA, eh bien... L'impact, attendez, j'ai ma petite oreille qui me perturbe, voilà, paf, comme ça c'est mieux. L'IA, comme je vous ai dit, c'était... moi-même je parle d'IA tout le temps. Donc, et alors pourquoi l'IA a tant d'impact sur l'agilité? Après tout, on pourrait se dire que finalement c'est un sujet pour les développeurs. Eh bien moi je ne pense pas que c'est un sujet pour les développeurs. Je pense que c'est, alors ça va vous paraître bizarre, mais je pense que c'est avant tout un sujet pour la gestion de projet et l'agilité en particulier. Et d'ailleurs, je vais aller plus loin que ce slide. Donc voilà, j'improvise, mais c'est encore plus fondamental. Alors pourquoi je pense que l'IA, c'est une affaire de gestion de projet? Parce que l'IA, c'est un outil très tout-terrain. Qui va pouvoir être utilisé à plein d'endroits dans un projet. Donc par les développeurs, mais pas que. Alors notamment par les Scrum Masters eux-mêmes, via tous les use cases que je vous montre sur la chaîne, par exemple générer des templates de rétro. Mais comme c'est un outil tout-terrain, tout le monde va l'utiliser pour faire un peu tout et n'importe quoi au quotidien. Donc déjà, on ne peut pas passer à côté. Mais en plus, c'est un outil qui va pouvoir faire des choses en autonomie, c'est les fameux agents, ou à qui on va pouvoir déléguer des tâches ou des actions assez importantes. On espère que l'IA va se comporter comme un développeur. Et par exemple que l'IA va relire des pull requests et faire des commentaires de pull requests, va merger des pull requests ou faire tout un tas de choses. Donc l'IA, non seulement ça va aider les développeurs ou les Scrum Masters à faire leur travail, mais en plus ça va se comporter comme un développeur. Donc ça veut dire que du point de vue de la maîtrise d'œuvre, il va falloir considérer qu'il y a ce nouvel acteur dans l'équipe qui va être une IA. Et comment on va l'intégrer? Alors comment l'IA va modifier le travail des développeurs? Comment l'IA considéré en tant que tel comme développeur va s'intégrer au reste du groupe? Donc ça, c'est un sujet très important pour l'organisation des équipes. Donc déjà, voilà, ça vient bouleverser un peu toutes les organisations qu'on connaît. Donc on ne peut pas le négliger. Donc ça nécessite à se poser des tas de questions. Alors bon, ça on peut le voir d'une manière positive. Ça veut dire qu'il y a besoin de plus de réflexion au niveau de l'agilité pour savoir comment on intègre l'IA. Donc on peut voir ça comme quelque chose de positif. Ça nous donne matière à travailler et à mieux s'organiser avec l'IA. Donc ça c'est l'aspect négatif. Donc j'ai mis l'IA là comme une météorite qui vient percuter. Donc ça c'est bien sûr c'est une image générée par IA qui vient percuter des Scrum Masters et des coachs agiles. Je trouve ça rigolo. On voit qu'ils ont l'air très inquiets, et c'est vrai. Donc à Agile en scène, il y avait beaucoup de conférences sur l'IA. Du positif, et il y a plein de gens qui sont positifs, d'autres qui sont négatifs parce qu'ils sont inquiets. Donc une caricature, ici je vous mets une caricature de Scrum Master. Alors voilà, donc ça c'est une caricature, j'estime grossière. Un Scrum Master c'est pas ça, donc ça c'est peut-être 10% du travail de Scrum Master, et en fait les 90% c'est autre chose. Alors on fera une vidéo dédiée sur le rôle de Scrum Master, en 2026 je pense. Je vais pas développer, mais une vision étriquée du rôle de Scrum Master, c'est que le Scrum Master il est là pour connaître les règles de l'agilité, donc les expliquer aux gens, animer des réunions comme un présentateur et s'assurer que les tickets Jira sont bien rédigés, bien remplis, et faire l'assistant de l'équipe par rapport à leur Jira ou autre outil de gestion de tickets. Donc ça c'est une vision extrêmement simpliste du rôle de Scrum Master.
et qui est tellement simpliste qu'elle en devient fausse parce qu'il y a plein d'autres choses dedans. Mais que beau. Alors même si c'est simpliste, beaucoup de gens pensent ça. De toute façon, dans les entreprises, il y a plein de rôles, plein de métiers, et chaque métier a ses propres préjugés sur les autres métiers. Bon, je vais pas rentrer dans les détails, mais on fera un jour une vidéo là-dessus. Donc, mais si les gens pensent ça, ils se disent, ok, l'IA connaît les règles de l'agilité. Le Scrum Master, il est là pour rappeler les règles de l'agilité. Sauf que l'IA, donc via tous les tests que j'ai fait sur la chaîne, toutes les vidéos où je pose des questions d'agilité, on voit bien que l'IA est capable de répondre très bien à toutes les questions d'agilité. Alors bien sûr, parfois il y a des erreurs, mais on a vu que Grok, par exemple, a répondu parfaitement à toutes les questions d'agilité. Lui, il a fait un sans faute. Donc bon, il faudrait peut-être que je pose plus de questions, etc. D'ailleurs, je vais vous montrer, voilà, j'ai mon petit tableau ici. Agilité, on challenge les IA sur les questions d'agilité. Donc vous aurez le lien en description. Donc on voit la note globale. Donc je teste toutes les IA sur un certain nombre de questions, il y a des tas de vidéos sur la chaîne, 19,73 sur 20 pour Grok. Voilà, donc c'est un sans faute. Donc, et après les autres, bon, 16 sur 20, 18 sur 20, 17 sur 20, bon, on voit quand même que l'IA est capable de très bien répondre aux questions et connaît toutes les règles. Bon, c'est normal parce que bon, tout est écrit sur Internet, etc. Ensuite, animer des réunions. Alors il y a des gens qui peuvent se dire bon, animer des réunions c'est pas si compliqué, est-ce qu'on a vraiment besoin d'un Scrum Master? Alors j'ai fait une vidéo où on essaye de faire en sorte que l'IA anime une revue, présente des slides de revue ici. Bon, ça n'a pas marché, donc l'IA n'est pas capable encore d'animer des réunions, je pense qu'on en est très loin et peut-être, je ne suis pas sûr qu'on y arrivera un jour, ou du moins dans les 5 années à venir, je suis pas sûr que l'IA sera capable d'animer des réunions à la place des êtres humains, mais peut-être, c'est pas de la science-fiction. En tout cas, dans les entreprises, il y a des gens qui se disent bon, ça pourrait être peut-être fait par l'IA, ou si l'IA fait tout le reste de Scrum Master et qu'il reste juste les réunions, ça pourrait être le PO qui anime les réunions ou l'équipe qui s'auto-anime. Donc est-ce qu'on a vraiment besoin d'un Scrum Master? S'assurer que les tickets Jira sont bien rédigés. Donc ça, il y a plein d'expériences qui sont en cours. Donc l'idée, ça serait d'utiliser des agents IA pour rédiger des tickets, pour valider qu'il y a bien tout ce qui est dans la definition of ready, qu'il y a bien toutes les infos. Donc ça, bon, j'ai jamais trop expérimenté moi avec ça. J'ai pas encore réussi. Enfin, j'ai fait quelques tests. J'ai pas encore réussi à obtenir quelque chose de très utilisable par l'IA. On peut espérer que ça va marcher, mais bon, à mon avis, c'est pas encore le cas. Mais peut-être qu'il y en a qui ont réussi à faire marcher. Il faudra regarder sur Internet. Bon, en tout cas, les gens se disent, ok, le Scrum Master, c'est que ça. C'est relativement simple. Ça peut être remplacé par l'IA. Donc ça, c'est un raisonnement que peuvent avoir certaines entreprises, mais des entreprises ont ça même pour le développement, pour le travail de développeur. Ils se disent, bah, les développeurs peuvent être remplacés par l'IA, je vire la moitié des développeurs, puis on met des IA à la place. Alors en réalité, je pense que c'est une erreur, une grosse erreur à la fois pour les développeurs et les IA, parce que l'IA n'est pas encore au niveau et on est très très loin d'un véritable travailleur expérimenté, que ce soit pour le développement ou pour l'agilité. Mais certains pensent ça, donc je pense qu'ils renoncent à engager des Scrum Masters, ou ils se séparent de certains Scrum Masters en essayant d'utiliser l'IA, et puis peut-être qu'après ils les réengageront. Donc ça, à mon avis, c'est un impact qui est réel de l'IA sur cette crise, un impact négatif réel. À mon avis, il est quand même encore assez limité, mais bon, voilà, sait-on jamais, j'ai pensé à ça. Alors troisième impact, donc à mon avis c'est le plus gros, le plus important, c'est la situation économique en France. Bon là je vais pas parler de politique bien sûr sur cette chaîne, et en plus je ne suis pas économiste, mais on voit bien dans les médias que y a les problèmes budgétaires qui sont discutés, le gouvernement, etc. Et d'une manière générale, du coup, suite à cette instabilité politique, cette incertitude économique qu'on a en ce moment, donc déjà depuis au moins un an en France, les entreprises sont prudentes parce qu'elles ne savent pas si la politique va changer, qu'on va devoir payer plus d'impôts. Il y a beaucoup d'entreprises qui dépendent du public, donc qui sont financés plus ou moins directement par l'argent public de l'État, mais comme l'État a des problèmes de financement et un déficit important, peut-être qu'il va réduire le financement de telle ou telle chose, tel projet, et du coup ça va impacter les entreprises, etc. Donc je pense que le contexte économique en France, il est en ce moment très tendu et morose.
Donc ça c'est global. Et en fait l'agilité, c'est beaucoup de projets de transformation agile. Donc on passe d'une organisation traditionnelle à une organisation agile. Donc les transformations agiles, dans un contexte morose comme ça, les entreprises elles se disent bon, on va peut-être pas commencer maintenant une transformation agile, on va attendre de voir si l'économie se porte mieux l'année prochaine. On va pas se lancer pas forcément dans un grand projet de transformation qui va être coûteux, relativement coûteux, peut-être incertain, alors qu'il y a bien d'autres incertitudes et qu'on a des craintes pour l'avenir de notre activité. Et en plus, l'agilité, comme je l'ai dit un peu avant, c'est vu comme un support aux équipes. Moi, je pense que c'est bien plus que ça. Malheureusement, c'est une réalité. Beaucoup de gens voient l'agilité comme des assistants de l'équipe, comme quelque chose de secondaire dont on peut se séparer en temps de crise. Et ça, je l'ai vu dans plein d'entreprises. Et à mon avis, c'est inefficace, c'est contre-performant parce que, en fait, si on se sépare des Scrum Masters et des coachs agiles, l'organisation globale va être moins performante et à long terme, ça va être négatif pour l'entreprise. À très court terme, si on se sépare de certaines personnes, on peut se dire que ça coûte moins cher et qu'on continue à faire la même chose pour moins cher, mais en fait, la qualité, le niveau de performance des équipes va se dégrader petit à petit. Ça prend quelques trimestres en général, ou quelques mois, quelques trimestres, mais au final, on se retrouvera, enfin les entreprises qui font ça, je pense, se retrouvent perdantes. Mais voilà, comme c'est vu comme quelque chose qui est dispensable, eh bien, en temps de crise, les entreprises aussi font moins appel à de l'agilité. Donc ça, à mon avis, moi je pense vraiment que c'est le plus gros facteur qui impacte la possibilité de trouver des missions dans l'agilité. Alors faudrait regarder dans les autres pays parce que les problèmes économiques français sont pas forcément les mêmes dans d'autres pays. Après, peut-être qu'il y a des problèmes économiques dans plus ou moins tous les pays. Il faudrait regarder spécifiquement dans des pays qui sont proches de la France, mais qui n'ont pas de problème économique en ce moment. Qui sont proches du point de vue du développement de l'agilité et du fonctionnement des entreprises. Alors je sais pas si ça existe. En tout cas, voilà. Donc moi, je pense que ça a un très fort impact. Donc enfin, une note d'espoir. J'avais mis 4 points dans mon plan. Est-ce que le 4e, c'est une note d'espoir ? Courbe de la hype, professionnalisation, impact. Non, donc c'est le 5e point. Alors je sais pas ce que j'ai fait dans mes slides. Donc une note d'espoir. Donc pour pas terminer la vidéo trop déprimé, parce que c'est vrai que c'est plus difficile de trouver des missions quand on est en freelance et que les TJM sont plus bas, c'est-à-dire l'argent qu'on demande par jour, on est obligé de baisser le prix fortement si on veut espérer avoir une mission. J'espère que ça va pas trop durer parce que voilà, parce qu'on préfère que ce soit la prospérité, bien évidemment. Ce qui nous permet d'espérer. Si on croit à ma théorie sur la courbe de la hype et qu'on est au fond du trou, eh bien, on ne peut que remonter. Donc là, voilà. Donc ensuite, pour la professionnalisation, alors, chaque personne doit se former. Donc moi-même, je me forme. Il y a 2 ans, j'avais fait la certification SAFe RTE. Voilà. Et puis, se professionnaliser, ça peut être lire des livres, ça peut être participer. J'ai été à la conférence Agile en scène pour apprendre des choses, pour parler à plein d'autres personnes. Donc pour moi-même me professionnaliser, pour me renforcer sur tout un tas de trucs. Donc c'est vrai que c'est très très vaste en fait l'agilité, la maîtrise d'œuvre de projet informatique, il y a énormément de choses à dire et c'est pas quelque chose qui s'apprend en 5 minutes et souvent ou en 2 jours ou en lisant juste un livre et souvent on néglige cet aspect donc moi j'essaie de me former tout le temps. Et on doit tous le faire et puis il y a tout un tas de trucs qui existent, donc les conférences, les livres, les formations certifiantes, peut-être qu'à dans les écoles, les universités, les écoles d'ingénieurs maintenant il y a des formations à l'agilité, enfin moi-même je participe à ça vu que je forme dans une formation de développement logiciel, donc voilà. Ensuite, impact de l'IA. Alors pour l'impact de l'IA, c'est vrai que c'est un gros impact, il faut arriver à comprendre l'IA. Donc là, il faut qu'on s'adapte à l'IA, c'est très important, on ne peut pas le négliger. La solution que je vous propose, c'est de regarder mes vidéos sur la playlist Agilité et IA. Donc là, je creuse le sujet, playlist Agilité et IA, donc là c'est les vidéos ici. Donc il y a vraiment plein de vidéos, et moi je creuse le sujet. Alors je sais pas si ça va très loin, etc. Mais il faut faire cet effort.
Donc moi je le fais et puis je vous partage toutes mes découvertes. Donc je pense que ça c'est du bon contenu pour faire face à cette crise. Donc voilà, c'est de l'auto-promo, hein, de la pub, mais je dis pas ça pour faire des vues spécialement, hein. Je dis ça juste pour partager ce que je pense. Parce que de toute façon en fait on peut pas gagner d'argent avec YouTube, donc je passe ça juste pour les vues, parce que enfin si on peut en gagner, mais il faudrait avoir des millions d'abonnés, il faudrait faire une chaîne de divertissement, donc YouTube ne me rapportera jamais rien, normalement, bon, sauf situation incroyable, mais bon bref. Et pour la situation économique de la France, et ben là, je pense que ça va durer, donc va falloir être patient, à mon avis. Bon, je ne suis pas économiste, je ne suis pas homme politique ou analyste politique, donc je ne sais pas où ça nous mène, mais à mon avis ça va durer un certain temps, donc faut faire avec. On peut rien y faire, donc voilà, faut faire avec. Et alors ce qui me permet d'espérer, c'est que la JT ça répond à un vrai besoin. Donc je vous conseille d'aller voir ma vidéo, la deuxième vidéo de la chaîne après l'histoire de l'agilité. Pourquoi l'agilité? Donc j'ai expliqué pourquoi on a inventé l'agilité, ça répond à un vrai besoin. Alors là j'ai mis fast time to market, complexité des projets. Bon, c'est juste des mots-clés, je ne vais pas développer plus parce que la vidéo est déjà assez longue. Mais par exemple, l'IA va faire, à mon sens, que l'agilité sera encore plus utile pour intégrer l'IA dans les projets et dans les équipes par rapport à du cycle en V. Donc je ferai aussi une vidéo dédiée là-dessus. Donc je pense que l'agilité, elle répond à beaucoup de besoins qui existent, qui sont dans l'air du temps, dans les projets, dans les organisations. Donc on va avoir encore besoin beaucoup de l'agilité. Donc on va pas, donc l'agilité n'est pas morte. Peut-être qu'on est en crise, ça c'est peut-être vrai, mais morte, non, moi je pense que l'agilité va se relever en général, sachant que l'agilité c'est une grande famille avec plein de méthodes. Donc voilà. Et ensuite, je finis sur une difficulté, faire percevoir la valeur de la profession. Alors j'ai mis de la profession, on pourrait mettre aussi de la profession ou des méthodes ou des techniques, des approches agiles aux entreprises, aux clients, et pas forcément aux clients, ça peut être même aux équipes qu'on encadre directement. Parfois on encadre des équipes et ils ont du mal à voir la plus-value de ce qu'on fait, la plus-value d'une rétro, la plus-value d'une démo. Donc ça c'est vrai que en tant que profession, en tant que communauté agile, quel est le discours qu'on a par rapport aux gens qu'on conseille, aux développeurs qu'on encadre, aux entreprises qu'on accompagne? Est-ce qu'on a un discours très lisible par rapport à ça? J'en suis pas convaincu. J'espère y contribuer via cette chaîne YouTube. Donc la vidéo, la conférence à Agile en scène de Rachel Dubois, donc que j'ai vu, était vraiment très intéressant de parler un peu de ça, et je pense que c'est vraiment un point clé. Faire percevoir la valeur, se professionnaliser, faire percevoir la valeur de ce qu'on apporte aux organisations, en entreprise, c'est important, je pense, et peut-être qu'on le fait pas assez. Voilà, donc malgré tout, moi je suis, je compte pas abandonner l'agilité pour l'IA, hein, bien sûr, même si je fais beaucoup de vidéos sur l'IA, c'est vraiment toujours dans un contexte agile. Je pense qu'il y a encore énormément de choses à faire dans ce domaine. En fait, à mon avis, on en est d'une certaine manière qu'au début, voilà, si ça vous plaît l'agilité en général, faut pas désespérer, c'est un moment difficile à passer, et on croise les doigts pour que ce moment dure le moins longtemps possible, et qu'il y ait à nouveau des tas d'opportunités, de transformation, et qui donnent aussi satisfaction aux entreprises, aux clients, aux équipes. Alors dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Voilà, je vous ai donné mon avis personnel sur cette question. Il y a peut-être certainement d'autres arguments pour, contre. Si vous voyez d'autres choses intéressantes à dire, n'hésitez pas à le mentionner en commentaire. En attendant, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.